Bien, mes chers collègues, merci de votre présence. Nous allons démarrer donc par l'appel, si vous voulez bien. Le Limousin, Lucien. Présent. Bouillard, Fabien. Présent. Maki, Nathalie. Présent. Ouvrard, Max. Madeleine, Clotilde. Domicile, Francis. Planté, Aude. Manoni, Serge. Présent. Pujol, Morata, Marie-Chloé. Bourmel, Morade. Vicini, Véronique. Martel, Valérie. Portela, Roland. Barziza, Lucie. Luperini, Guy. André, Suzy. Riousset, Serge. Garbage, Sabrina. Ducouré, Alexandre. Vasillot, Estelle. Présente. Le Marec, Jean-Pierre. Le Drôle, Stéphanie. Esteban, Michel. Ravoin, Séverine. Ré, Cédric. De Vicky, Olivier. Martinez, Olga. Esteban, Patrick. Odou, Suzanne. Bernard, Mathieu. Présent. Lopi, Frédéric. Présent. Remise, Jean-Guillaume. Présent. Martinez, Corée. Bien. Est-ce qu'il y a des observations quant au procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre dernier? Pas d'observation? Très bien, merci. Je vais vous demander de respecter une minute de silence à la mémoire du professeur Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, de Vincent Locke, de Simone Barreto Silva et Nadine de Villiers, 3 paroissiens victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, et bien sûr sans oublier toutes les autres victimes du terrorisme. Avant de passer à l'ordre du jour, je souhaiterais vous faire une communication sur la gestion du Covid et les conséquences qu'il y a pour notre collectivité. Donc l'épidémie du Covid-19 continue à sévir et je tiens à vous rendre compte de notre engagement dans cette période particulièrement difficile. La gestion d'une crise sanitaire de cette importance est une première pour nous tous. Et cette période, même si elle a été particulièrement éprouvante, a révélé l'incroyable adaptation de notre collectivité à ces situations exceptionnelles. Je vais en premier lieu adresser mes pensées les plus compatissantes à tous nos concitoyens qui sont touchés de près ou de loin par la maladie qui parfois est fatale. Depuis plus de 8 mois, les règles sanitaires qui nous sont imposées sont des contraintes parfois difficiles à suivre et pas toujours acceptées. Nous devons porter le masque pour certains toute la journée afin de nous préserver de tout risque de contamination. Nous devons tenir nos distances et réduire nos relations sociales alors que nous avons tous besoin de côtoyer nos familles et amis. Nous devons sans cesse faire preuve de prudence en nous lavant les mains très souvent. Et je salue tous les efforts que les Tarasconnaises et Tarasconnais ont fait et font pour lutter contre l'épidémie. Mais aussi je les encourage à les poursuivre afin d'éviter une troisième vague qui pourrait être mortelle pour l'économie locale, au-delà bien évidemment des conséquences humaines. Nos associations sont aussi touchées par l'annulation de nombreuses manifestations et par la baisse du nombre d'adhésions, alors qu'elles sont aussi très importantes pour maintenir le lien social qui nous unit. Depuis le mois de mars, nous avons aidé nos commerces de proximité en leur octroyant plus de 200, en fait c'est pas plus, c'est 250 000 € d'aide directe, 150 000 € de la mairie portée par le CCAS dans le cadre de l'aide aux personnes en difficulté et 100 000 € par la CCL. Nous les avons exonérés de la taxe sur l'occupation du domaine public, de la taxe sur la publicité extérieure jusqu'à la fin de l'année,
Nos commerçants non sédentaires présents sur le marché hebdomadaire du mardi ont bénéficié durant 3 mois d'une exonération de la redevance d'occupation du domaine public. Le coût de la crise depuis le début de l'année avoisine les 500 000 euros pour Tarascon. C'est colossal pour une commune comme la nôtre, mais cela est nécessaire. Suite aux directives des services de l'État, la commune a dû elle-même renoncer à l'organisation de nombreuses manifestations culturelles et festives, telles que la foire aux fleurs, les fêtes de la Tarasque, le festival des musiques du monde, le forum des associations, la journée du commerce et de l'artisanat de Provence, le marché de Noël, les marchés au Santon, et en proposer d'autres afin de recréer des moments de convivialité au cours de l'été, comme les terrasses à musique. Les rassemblements tels que le repas des aînés, la cérémonie des vœux au personnel communal et à la population sont annulés et nous en sommes très peinés. Pour autant, nos anciens recevront au mois de décembre un joli colis de Noël. Les cérémonies commémoratives des 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre ont été organisées en comité restreint. Je veux remercier les associations patriotiques locales pour leur compréhension face à ces nouvelles exigences. Depuis 8 mois, l'épidémie de la Covid-19 n'en finit pas de bouleverser tous les repères. Elle nous oblige à reconsidérer notre rapport à la santé, au travail, à l'économie, au commerce, au sport, aux loisirs, bref, à la vie. Pour organiser ces services en cette période tout à fait exceptionnelle, la mairie de Tarascon a mis en place un plan de continuité d'activité qui s'inscrit dans le plan national de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce plan nous a permis de limiter la propagation du virus au sein de la collectivité, de protéger certains agents vulnérables tout en maintenant le service public qui est dû à nos concitoyens à son niveau le plus élevé. En mairie de Tarascon, durant ce second confinement, 11 agents ont été placés en télétravail. 6 agents vulnérables ont été placés en autorisation exceptionnelle d'absence. Depuis le 15 août 2020, 21 agents ont été testés positifs au Covid-19 et 48 agents déclarés cas contact. Tous ont été placés en isolement et suivis par le service des ressources humaines de notre commune, ainsi que par la caisse d'assurance maladie et par l'agence régionale de santé PACA. Je félicite le service des ressources humaines de la ville pour sa gestion exemplaire de la crise. Notre commune, qui compte 270 agents répartis sur différents services avec toutes les contraintes que cela impose. Les services publics, tant hospitaliers, médicaux, paramédicaux, comme d'ailleurs les municipaux, ont tenu bon. Je veux les remercier pour leur engagement et leur sens des responsabilités dans cette période totalement inédite. L'année 2020 aura mis en évidence la capacité des collectivités locales à continuer à gérer tout ce qui est relevé de leur champ de compétences, et même au-delà, et parfois à suppléer, et même souvent, à suppléer les carences et les absences constatées par ailleurs, notamment de l'État. Au sortir de ces 2 confinements, les collectivités au service de l'intérêt général ont fait preuve d'une résilience insoupçonnée, alliant force, adaptabilité et capacité à se réinventer. Alors qu'une seconde vague déferle sur la France et que la crise économique provoque une crise sociale de grande ampleur, les demandes d'aide de la part de nos concitoyens sont de plus en plus prégnantes. Je salue le travail réalisé par nos services municipaux, nos services sociaux et les associations caritatives afin d'aider nos concitoyens à traverser cette crise. Dans le même temps, la nécessité de prendre de nouvelles mesures face à l'ampleur que prend le développement de la Covid-19 sur notre territoire s'est imposée. Depuis le vendredi 30 octobre, par décision du président de la République et du Premier ministre, de nouvelles règles sanitaires ont donc été mises en place afin de procéder à ce 2e confinement prévu jusqu'au 1er décembre. Ainsi, le château, la bibliothèque, le musée d'art et d'histoire, les archives, l'atelier municipal d'art plastique, le centre socio-culturel, les établissements sportifs sont restés fermés au public. Les autres services municipaux ont ouvert leurs portes aux horaires habituels. Nos crèches et nos écoles ont accueilli nos enfants. Dans le prolongement des annonces faites par le président de la République mardi dernier, la bibliothèque et les archives municipales vont rouvrir au public la semaine prochaine. En ces jours difficiles, je veux au nom du conseil municipal manifester mon profond soutien et mon respect aux forces de sécurité intérieure, aux sapeurs-pompiers, aux médecins, aux personnels soignants qui sont là chaque jour pour nous défendre et nous protéger. Quant à nous, nous resterons bien entendu jusqu'à la fin de cette pandémie à l'écoute des personnes fragiles, des personnes vulnérables et de tous ceux qui souffrent particulièrement de ces contraintes et par voie de conséquence de solitude.
L'acte 2 du confinement a nécessité la fermeture des commerces pendant 4 semaines. Et même si je sais que quelques commerçants auraient aimé symboliquement que je prenne un arrêté afin d'autoriser l'ouverture des commerces, je ne l'ai pas fait car ce dernier aurait été immédiatement entaché d'illégalité, attaqué par l'État et annulé par le tribunal administratif, et aurait généré plus d'inconvénients que d'avantages pour ceux qui auraient ouvert leurs échoppes. Vous le savez, je ne suis pas favorable aux effets d'annonce, à la démagogie. Je respecte trop nos acteurs locaux pour les laisser penser que je détiens des pouvoirs que je n'ai pas. En revanche, je suis convaincu que c'est dans les commerces de centre-ville que l'on respecte le mieux les mesures sanitaires et les gestes barrières, contrairement aux grandes surfaces. Et je pense très sincèrement que l'iniquité avec laquelle les commerçants sont traités depuis plusieurs mois menace leur existence ainsi que les efforts que nous faisons chaque jour pour maintenir le dynamisme de notre centre-ville. Samedi 28 novembre, la majorité de nos commerces de proximité et services à domicile vont pouvoir ouvrir jusqu'à 21h. Je demande solennellement à tous les Tarasconnais d'attendre leur réouverture pour faire leurs achats de Noël. J'en appelle à l'esprit de solidarité de tous les consommateurs tarasconnais. Ne réduisons pas à néant le travail de toute une vie, soutenons plus que jamais ceux qui sont présents à nos côtés toute l'année et donc consommons le local. Nous devons tenir bon ensemble. Si les 2 confinements ont sensibilisé nos concitoyens au commerce de proximité et aux circuits courts, ils nous ont aussi permis d'appréhender l'importance du numérique et de la digitalisation pour conforter la pérennité de leur activité. Face à cette situation, je vous informe que notre ville va être dotée d'une application mobile dédiée au commerce local qui s'appellera Shopping Tarascon. Cette application, gratuite pour les commerçants, portée par la CAT et la mairie dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, est le fruit d'une collaboration entre notre commune, la communauté d'agglomération ACCL, la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. Ainsi, nos commerçants auront l'opportunité, avant les fêtes de Noël, de mettre en valeur gracieusement leur boutique, leurs produits, leur actualité. Cette application coûte 25 000 €, dont 20 000 € proviennent de la Banque des territoires, le reste étant partagé entre la CCM, la CCI, la CAT et la ville, soit 1 249 € pour la ville de Tarascon. Enfin, j'en appelle à l'État, et plus particulièrement au ministre de l'Économie, M. Bruno Le Maire, afin qu'il puisse mettre en œuvre des annulations de charges en vue de soutenir les activités mises à l'arrêt forcé, et plus particulièrement pour les propriétaires de bars et restaurants qui ne pourront ouvrir qu'en janvier prochain. La différence de traitement entre les grandes surfaces et les commerces de proximité constitue une injustice flagrante et permet une concurrence déloyale totalement inacceptable. En ce qui nous concerne, nous allons travailler avec les services de la communauté d'agglomération Arles-Pau-Camargue-Montagnier à la recherche d'un second plan de relance. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des décisions qui seront prises au sein de ces instances d'ici la fin de l'année et je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des interventions? Personne? Très bien, merci de votre écoute. Je me dois également de vous faire une communication pour signaler à l'Assemblée délibérante la fin de détachement de Mme Anne Lemberton sur un emploi fonctionnel. Madame le maire, c'est Monsieur le maire, pardon, informe à l'Assemblée délibérante qu'il a été décidé de mettre fin au détachement de Mme Anne Lemberton, attachée territoriale principale sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services. Madame Anne Lemberton était détachée sur cet emploi depuis le 1er janvier 2015. La présente information est faite dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Cette mesure prendra effet le 1er jour du 3e mois suivant la présente information, soit le 1er février 2021. Donc, je vous l'avais déjà dit, il y a une précédente séance du conseil municipal. Madame Lemberton souhaite changer de vie professionnelle et donc quitter la collectivité. Et je voudrais d'ailleurs vous présenter M. Jean-Luc De Coster, qui est là, qui est directeur territorial et qui sera donc à partir du 1er février prochain le directeur général des services en titre. Aujourd'hui, il assume quand même la fonction, bien qu'il n'a pas le titre, et il aura le titre dès le 1er février 2021.
Voilà, nous allons pouvoir maintenant rentrer dans l'ordre du jour. Par rapport au compte rendu de délégation, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, très bien. La première délibération concerne le règlement intérieur du conseil municipal. Alors, les deux groupes d'opposition m'ont remis des amendements, et donc, si vous voulez bien, je vais retirer de l'ordre du jour cette délibération, et nous examinerons donc vos amendements, et nous reviendrons devant vous lors de la prochaine séance du conseil municipal, qui aura lieu le 17 décembre. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir? Peut-être porter la... Peut présenter l'amendement, porter à la connaissance puisque ça a été présenté juste avant le conseil municipal, porter à la connaissance des autres conseillers le sujet sur lequel l'amendement portait, sur quel aspect en tout cas du règlement intérieur. En l'espèce, pour ce qui était notre cas, je ne sais pas, l'autre groupe d'opposition, c'était élargir le spectre de la communication des groupes d'opposition, puisque je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais il y a une jurisprudence constante, et que ça touche aussi la partie numérique et pas uniquement la communication papier de la municipalité. Si vous pouvez parler dans le micro. Pardon. Je sais pas, mais non, simplement élargir le spectre de l'espace qui est dédié à l'opposition dans sa communication. Oui. Parce que jusqu'à ce jour, je ne sais pas si c'est le règlement intérieur de l'ancienne mandature, j'en sais rien, mais il ne couvre pas tous les spectres de la communication de la municipalité. Or, comme je le dis, comme je présente quelques exemples de jurisprudence constante, ça doit couvrir l'aspect global de la communication de la municipalité, et en l'espèce, dans ce cas, le site internet, la communication numérique. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout, j'en présente des détails. Je vous donnerai une réponse la prochaine fois. Okay. Votre groupe souhaite s'exprimer? En fait, non, on donnera dans ce cas-là les argumentaires, parce qu'en fait, comme la dernière fois, on les avait discutés à l'Assemblée, on nous donne un argumentaire pour permettre de prendre la décision, tout simplement. Remettez-nous l'argumentaire. Oui, tout à fait, c'est à la fin de la séance. D'accord, merci. Voilà. Donc la délibération est retirée de l'ordre du jour. Refus du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération vers le Pont-Camargue Montagnette. Alors, je ne vais pas vous dire toute la délibération, je voudrais simplement vous dire que la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, dite la loi d'Allure, prévoit de rendre automatiquement compétents les établissements publics de coopération intercommunale en matière de plan local d'urbanisme le lendemain de l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de l'avis de loi et à échéance régulière depuis cette date. Et si la communauté d'agglomération, la CCM, n'a pas été déclarée compétente de plein droit en matière de PLU après le 27 mars 2017, elle pourrait le devenir le premier jour de l'année qui suivra l'élection de son président, consécutive au renouvellement général des conseils municipaux en 2020, soit le 1er janvier 2021. Alors, il y a eu d'ailleurs une réunion des maires de l'intercommunalité, et à l'occasion de cette réunion des maires, il y a eu un avis unanime de ne pas transférer le PLU à la communauté d'agglomération. En ce qui me concerne, la commune de Tarascon a élaboré son PLU récemment. C'est un document de planification adapté aux nouveaux enjeux de notre ville et qui prend en compte les contraintes liées aux risques d'inondation et feux de forêt et qui impactent notre territoire. Ce PLU est toutefois un document de transition qui devra être révisé dès lors que les ouvrages de protection contre les inondations seront construits et labellisés comme résistants à la crue de référence. La commune donc et ses élus seront alors les mieux placés pour réviser notre PLU et redonner une capacité de développement à notre ville. Voilà les raisons que j'ai exposées devant la CCM, en présence des présidents des maires des autres communes, et je vous propose donc de refuser le transfert de la compétence en matière de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu à la communauté d'agglomération par le Pont-Camargue Montagnette au 1er janvier 2021 et de m'autoriser à signer au nom et pour le compte de la commune tout acte et tout document relatif à ce refus. Y a-t-il une intervention? Pas d'intervention. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et merci de cette unanimité.
Nous arrivons sur l'avis du conseil municipal qui doit être donné sur l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société CED Environnement pour son établissement à Tarascon. Alors nous avons une enquête publique qui a été déclenchée par le préfet. Ce n'est pas nous qui l'avons déclenchée, c'est le préfet lui-même qui la déclenche à la suite d'un dossier qui a été déposé par le CED Environnement pour deux raisons. La première, c'est d'augmenter la capacité de traitement de boue de stations d'épuration qui est déjà de 100 000 tonnes pour le passer à 120 000 tonnes. Et le deuxième sujet de cette enquête d'utilité publique, c'est de pouvoir répandre sur 500 hectares, me semble-t-il, répartis entre les communes de Fourques, de Beaucaire et de Tarascon, des produits, des composts qui ne seraient pas normés, qui ne répondraient pas donc à des exigences qui figurent dans une réglementation pour ce compost. J'ai donc décidé de vous proposer de mettre un avis défavorable à cette extension et on a essayé de vous expliquer dans cette délibération les raisons qui nous amènent à refuser. Ce sont donc des nuisances olfactives autour du site, ce sont des nuisances visuelles, sanitaires également importantes dans les zones agricoles et naturelles. Ce sont des risques sur la qualité agronomique des sols de la plaine agricole, décrite comme essentielle par la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône. Et donc, au regard de tout cela, bien, je vous propose de voter un avis défavorable à cette extension et à cette possibilité d'étendre, de répandre du compost qui ne serait pas normé. Vous avez donc, j'ai écrit également à Madame la sous-préfète il y a quelques jours pour lui dire que cette enquête d'utilité publique se déroulait dans une période qui n'était pas opportune au déplacement des personnes, des citoyennes, pour aller marquer sur le registre ou rencontrer le commissaire enquêteur. Aujourd'hui, à cause du confinement, à cause des autorisations à être dotées chaque fois qu'on se déplace, eh bien, on n'a pratiquement personne qui vient rencontrer le commissaire enquêteur. Alors moi, je voudrais, dès l'instant où vous seriez favorable à cet avis défavorable que je vous propose, c'est que chacun d'entre nous aille inscrire sur le registre sa position sur cette extension et dire ce qu'il pense des nuisances qui sont les nôtres. Aujourd'hui, on a d'ailleurs la possibilité de constater un risque de développement de ces nuisances si nous acceptons de l'augmentation de traitement de boue de 100 à 120 000 tonnes. Et en plus, je pense que nous avons un risque sur le plan de l'agriculture, de la santé, d'accepter qu'il y ait un produit non normé qui soit répandu sur nos terres agricoles de notre secteur, alors que nous avons des terres agricoles de grande qualité. Voilà. Si vous voulez intervenir sur ce sujet, je dois vous dire quand même que quoi que nous fassions, et si je l'espère, nous émettons un avis défavorable, la décision finale relève du préfet. D'où l'intérêt d'avoir le maximum de déclarations d'hostilité sur le registre du commissaire enquêteur et même à le rencontrer pour lui dire de vive voix tout le mal que vous pouvez penser de ce projet. Voilà. Y a-t-il des interventions? Serge? Alors, non, je prends le micro. J'aime bien faire mon intervention. Alors, il faut savoir qu'en 2013, il y a un cahier des charges qui a été établi avec la Chambre d'agriculture sur l'épandage de boue urbaine, aussi bien sur les quantités à épandre que sur la qualité de l'épandage. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le cahier des charges est complètement floué par ceux qui les utilisent. Ce que je peux vous dire, quand on est sur un terroir comme le nôtre, enrichi naturellement, employer du boue urbaine en quantité incontrôlée est un non-sens. Il faut tout de même savoir que ces boues urbaines sont issues de matières fécales, même chauffées à 70 degrés, on peut donc y retrouver des métaux lourds, comme le plomb, l'aluminium, le cuivre et le mercure. Il serait peut-être bien
que la SED contrôle les surfaces de leurs clients de façon à leur livrer les quantités requises sur le cahier des charges. Aujourd'hui, il faut savoir que la SED est prête à livrer des bouts non normés. Il ne faudrait tout de même pas qu'une terre agricole devienne à la décharge de la SED. Je pense qu'une prise de conscience est indispensable de la part des utilisateurs de façon à préserver les sols de toute pollution, ainsi que les nappes phréatiques, pas forcément sur le court terme, mais sur le moyen et long terme, et surtout pour les générations futures. Il va de soi que l'agrandissement du site, je ne suis pas forcément favorable. Il faut quand même savoir que pratiquement toutes les exploitations sur notre commune sont certifiées aussi bien Global 4, HDE ou bien en B. Et que les boues urbaines, même normées, et je répète, les boues urbaines, même normées, sont interdites en certification. Il faut savoir qu'une certification est une reconnaissance qui permet de rassurer les consommateurs afin de pouvoir exporter et vendre sur le marché national. Il me semble bien qu'avant que la SED s'installe pour distribuer leur boue au début des années 2000, l'agriculture existait sur Tabasco. Voilà, j'en ai terminé. Merci, M. Vanoni. Cette déclaration est d'autant plus intéressante que Serge Vanoni est exploitant agricole lui-même et qu'il nous livre le ressenti d'un exploitant agricole qui souhaite préserver l'environnement. Y a-t-il d'autres interventions? Très bien, nous allons donc passer au vote. Qui est contre l'avis défavorable? Qui s'abstient? Bien, merci pour cette unanimité et j'espère que nous serons entendus par M. le Préfet. Monsieur Bouillard. Ah, d'accord. Alors, on me signale que j'ai oublié de faire approuver le PD du compte rendu de la séance du 24 septembre. Donc, on revient sur ce sujet-là, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a, je voudrais vous demander s'il y avait des observations, mais il faut aussi faire le vote, donc qui est contre l'adoption du rapport du compte rendu du 24 septembre. Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Ah, vous abstenez? Ouais, deux abstentions. Pardon, deux abstentions. Bon, Monsieur Bouillard, oui. Merci, M. le maire. Bonsoir. Donc, l'épidémie de Covid qui s'amplifie sur le territoire national, le pays est passé sous confinement pour la deuxième fois cette année. Le soutien aux commerçants est donc un enjeu majeur pour limiter les conséquences économiques désastreuses pour une partie du commerce de proximité. Aussi, afin de continuer à soutenir l'ensemble du secteur économique marchand et artisanal, la commune souhaite prolonger certaines mesures prises par délibération numéro 77-2020 du 23 juillet 2020. D'une part, la redevance d'occupation du domaine public pour les commerçants non sédentaires titulaires d'un emplacement sur le marché hebdomadaire du 30 octobre au 31 décembre 2020. Et d'autre part, la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'ensemble des redevables du 30 octobre au 31 décembre 2020. L'exonération de la redevance d'occupation du domaine public sur les terrasses annuelles, étalage, emplacement et autres occupations diverses pour les commerçants sédentaires reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 maintenant, comme stipulé dans la délibération 77-2020. Donc, vu le code général de collectivité territoriale, vu la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, vu la délibération relative au tarif de l'occupation domaine 55-2017 du 23 mai 2017, vu la délibération de la taxe locale sur la publicité extérieure 59-2007 du 22 juin 2016, vu la délibération 77-2020 du 23 juillet 2020 sur les mesures d'exonération de fiscalité à faveur des artisans, commerçants et entreprises, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les commerçants non sédentaires titulaires d'un emplacement sur le marché hebdomadaire pour la période du 30 octobre au 31 décembre 2020, d'approuver l'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour tous les redevables pour la période du 30 octobre au 31 décembre 2020, et enfin d'autoriser M. le maire à signer au nom du compte de la commune tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des interventions? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Juste, monsieur le maire, une question. On sait que la situation va au moins se prolonger jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à quelle date je ne sais pas, mais est-ce que dans la perspective, parce que là on voit sur un dispositif qui est valable jusqu'à la fin de l'exercice 2020, quels sont vos vues et sur 2021, en tout cas sur les tout premiers mois, et je pense que en tout cas certains commerçants seraient contents de savoir, par exemple, on va faire l'exonération sur les
l'utilisation du domaine public pour les terrasses. Qu'est-ce que vous envisagez et peut-être communiquer dessus assez tôt. Voilà. Alors, là, on est sur l'exercice, mais avoir un peu de vue, d'autant qu'on sait qu'on ne va pas sortir de la situation sous au moins 3 mois à partir du 1er janvier. Vous n'ignorez pas que les budgets se font en année civile. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le budget 2020 et que dès le début de 2021, nous reprendrons les décisions nécessaires pour soutenir notre commerce local. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. Et donc, lorsque nous serons sur le budget 2021, eh bien, nous reprendrons nos dispositions si elles s'avèrent nécessaires. D'accord. J'ai clairement dit que c'était, je comprenais bien qu'on était sur l'exercice, mais voilà, simplement donner des vues assez tôt aux commerçants. J'ai dit tout à l'heure que nous continuerons à rester vigilants, et donc nous verrons avec le budget 2021 ce qu'il sera nécessaire de faire pour justement soutenir le commerce local. Et c'est tout à fait prévu. Merci de votre intervention. Nous allons donc passer à une nouvelle délibération qui est destinée à annuler celle que nous avions prise en 2019 concernant l'acquisition des immeubles appartenant à l'établissement public foncier PACA et formant l'îlot dit du théâtre et Barberin. Donc, dans cette délibération qui modifie la précédente, je voudrais juste insister sur les 2 modifications qui apparaissent dans cette nouvelle délibération. D'abord, sur un plan strictement administratif, dans cette délibération, nous disions que ce projet d'acquisition était conditionné à l'obtention d'une dérogation autorisant la construction de logements sociaux sur ce programme. Aujourd'hui, cette condition suspensive ayant été réalisée, puisque nous avons obtenu l'autorisation des services de l'État, il n'est donc plus nécessaire de la maintenir dans la présente délibération. Et deuxièmement, le prix de vente des biens a baissé de 242 000 € parce que j'ai renégocié en gros avec la région et avec l'établissement public foncier régional qui ont rajouté, la région a rajouté 242 000 €, ce qui fait que ces 242 000 € viennent en déduction de la contribution communale qui était prévue au-delà de 500 000 € et qui désormais dans cette délibération apparaît à un montant de 226 956,22 €. Voilà les 2 raisons qui nous ont amenés à vous présenter une nouvelle délibération sur ce projet d'acquisition des immeubles appartenant aujourd'hui à l'établissement public foncier régional, qui deviendront donc la propriété de la commune et que nous revendrons au promoteur qui est engagé à la suite d'un appel à projet lancé par l'établissement public foncier régional, qui est Amétis et qui est en association avec 13 habitants pour après racheter les logements qui seront réalisés en VFA. Voilà. Et cela se fait en lien étroit avec une association qui s'appelle Trilogie et qui nous a amené un concept tout à fait intéressant de logement inclusif. Et donc nous poursuivrons cette idée et nous allons la réaliser. Y a-t-il des interventions? On vous écoute, monsieur. Monsieur le maire, chers collègues, dans cette délibération, nous devons acter le rachat par la ville de l'îlot Barberin au porteur de projet EPF PACA. Nous sommes au cœur d'une transaction immobilière importante pour notre ville qui lie différents acteurs qui sont EPF PACA, la ville de Tarascon, ainsi que le bailleur social Amétis. Dans cette opération, le contribuable, c'est-à-dire l'investissement public, est largement mis à contribution pour y faire quoi? Des logements sociaux, encore des logements sociaux, toujours des logements sociaux. À croire que l'avenir d'une ville ou d'un quartier passe nécessairement par les logements sociaux. De surcroît, l'îlot Barberin est situé dans un quartier prioritaire de la ville. En théorie, la loi protège ce quartier de la construction de ce type de logement. Mais voilà, nous vivons une époque formidable. Une dérogation à cette loi a été accordée par le tout-puissant ministère de la Transition écologique et solidaire. La production de logements sociaux dans l'îlot Barberin va donc être réalisée en cœur de ville. Un cœur de ville durement frappé par la crise sociale, avec un taux de chômage qui atteint dans ce quartier 36,8% de la population active, alors que la moyenne départementale est de 15,6%.
La seule solution que l'on nous impose aujourd'hui, c'est la méthode qui conduit Tarascon à la ruine depuis 30 ans, la vieille recette de la mixité sociale et urbaine. Autant dire que nous allons rajouter de la misère à la misère. Certains nous diront que l'attribution des logements sera réservée à des personnes âgées, des personnes handicapées, mais si l'on fait l'état des lieux, on peut fortement en douter. Le décloisonnement social de ce quartier ne peut pas passer par la création de logements sociaux, mais par une valorisation de la qualité de vie qui passe nécessairement par l'investissement privé. Vu l'état de décomposition avancé de la sécurité dans notre ville, les problèmes d'entretien et de propreté qui dégradent l'image de Tarascon, j'avoue que dans ces conditions, il est difficile d'attirer les investisseurs privés et de procéder à une relance économique et sociale. Mais il serait temps pour notre ville de faire enfin face à ses réelles responsabilités pour retrouver l'attractivité nécessaire pour son redressement. C'est tout l'inverse que vous nous demandez d'approuver. Nous voterons contre cette délibération. Je ne m'attendais pas à autre chose de votre part. Par contre, pour faire face à nos responsabilités, je n'ai pas besoin de votre leçon. Je suis capable, avec ma majorité, d'assumer mes responsabilités. Après, vous faites un raccourci qui est pas raisonnable. Dans ce quartier, nous allons entièrement le rénover. Il y aura des appartements, parce que ces logements qui seront destinés notamment à des trisomiques, qui seront en position quand même d'autonomie et qui pourront disposer de 15 appartements dans ce quartier. Nous faisons quand même là quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous appelez de remettre de la misère dans la misère. Et donc moi je suis très fier que ma majorité m'ait accompagné dans cette démarche et que nous puissions aujourd'hui, alors que quelqu'un qui était à votre place précédemment nous disait que nous n'y arriverons pas, que nous ne trouverions aucun investisseur pour faire rénover ce quartier, et bien aujourd'hui nous vous apportons la preuve, monsieur, et vous pourrez transmettre l'information à votre épouse, que nous sommes aujourd'hui en train de réaliser quelque chose dont vous ne pouvez pas penser un moment que nous étions capables de le faire. En tous les cas, je suis très fier d'obtenir ce résultat avec ma majorité. Je vous remercie de votre intervention, mais en tous les cas, elle n'est pas frappée du bon sens, me semble-t-il. On va passer donc au vote s'il n'y a pas d'autre intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais vous présenter maintenant un avenant à la Convention pour occupation temporaire du domaine privé et du domaine public de la commune. Lorsque les travaux pour le rempli SNCF ont démarré, nous avions énormément de véhicules, notamment des poids lourds, qui passaient devant l'école du Petit Castellet. Les riverains nous ont demandé de pouvoir tracer une nouvelle piste qui permettait d'éviter le passage de ces poids lourds devant l'école et donc de sécuriser les entrées et sorties des enfants. Ce que nous avons enfin demandé à la SNCF, qui a elle-même réalisé cette piste. Et aujourd'hui, je vous demande uniquement de prolonger la convention d'occupation temporaire du domaine privé et du domaine public de la commune, puisque pour faire cette piste, il y a des parcelles qui appartiennent à la commune et il y a des parcelles qui appartiennent à des privés. Et cette convention se doit, en raison justement du retard pris par la construction de la digue et des travaux sur le remblai SNCF, retards qui sont pour l'essentiel consécutifs au Covid-19, mais il y a aussi un petit peu les intempéries que l'on a pu vivre dans les mois précédents. Et donc je vous demande tout simplement le prolongement d'un an de la durée de la convention d'occupation temporaire par voie d'avenant. Y a-t-il des interventions? Il n'y a pas d'intervention, on va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de l'unanimité. Vente d'une partie de la parcelle cadastrée section F numéro 1685, en fait, qui est un délaissé, qui est tout à fait au bout de la zone du Roubion. Le groupe Lidl nous a fait connaître son intention de délocaliser son commerce et d'aller s'implanter
en lieu et place du Lehman Hotel qui serait détruit, et le groupe Lidl achèterait l'hôtel et la parcelle qui est à côté, qui pour l'instant est occupée par des carcasses de véhicules. Pour pouvoir présenter leur projet, qui n'est pas encore passé quand même devant la CDAC, la commission départementale d'aménagement commercial, ils nous ont demandé de leur vendre une partie de ce DLC qui n'est pas très très important, puisque la valeur vénale du bien est estimée par le service du domaine à 5 315 € et qui représente une superficie de 425 mètres carrés. Voilà, donc si vous le voulez bien, nous allons vendre ce DLC au groupe Lidl. Avez-vous des questions? Oui, on vous écoute. Monsieur le maire, juste une interrogation en fait sur le fait que nous trouvons dommageable qu'un magasin comme Lidl parte si loin du centre-ville en fait. Voilà, donc est-ce qu'il n'existe pas dans le PLU un endroit où il pourrait s'implanter plus près du centre-ville? Parce que c'est un magasin quand même où beaucoup de gens qui vont à pied. S'ils partent si loin, c'est vide. En fait. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dans ce magasin, qui ont besoin d'aller à ce magasin. Quoi. Donc voilà, juste une intervention pour dire que c'est regrettable qu'ils partent si loin du centre-ville. Mais je partage votre appréciation. Oui, monsieur. Parce que bon, le Roubian, pour l'industriel c'est bien, mais ça fait quand même un îlot commercial en effet qui est quand même excentré. Qui est quand même excentré. On peut comprendre que Lidl ait besoin de s'étendre, soit pour ses stocks ou ses achats en mer. Enfin, ça pose deux questions, comme je le disais, c'est on coupe encore un peu la continuité commerciale. Deuxièmement, on aura une friche. Qu'est-ce qu'elle deviendra? Vous ne pouvez pas y répondre. Vous voyez que la paupérisation un peu de la ville fait que ça risque de durer. Et comme le soulignait très bien Corinne, est-ce que, alors il y a des problèmes avec les zones inondables, est-ce qu'il n'y a pas des terrains qui sont disponibles? Parce que, alors je peux comprendre si ce n'est pas le cas, que Lidl n'a pas trop le choix, mais enfin, je trouve qu'on ne participe pas à la vitalité, même si ce n'est pas une personne, c'est la proximité immédiate d'une personne. Je trouve ça quand même très dommageable pour les gens, pour la ville, et puis un certain nombre de personnes qui se déplacent peu en voiture pour pouvoir parler. Alors, moi, je partage votre point de vue. Je l'ai d'ailleurs exprimé aux représentants du groupe Lidl qui, depuis au moins 3 ans, cherchent un lieu d'implantation parce qu'ils souhaitent être propriétaires des locaux et de leurs bâtiments. Là où ils sont aujourd'hui, ils sont chez un privé auquel ils ont proposé d'acheter tout le complexe, ce qui a été refusé par le propriétaire. Donc eux souhaitent rechercher une nouvelle implantation et ils souhaitent d'ailleurs, c'est eux qui me l'ont affirmé, être à la zone du Roubian pour être en bordure des voies de communication. Mais après, je partage votre point de vue. Je dois vous dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, les services de l'État me signalent, parce que dans la perspective de la commission départementale, que le Lidl ne devrait pas s'agrandir au prétexte que nous sommes dans l'action au cœur de ville et que l'agrandissement de la surface de vente de Lidl pourrait porter atteinte au développement du commerce de centre-ville. Or, dans le cas présent, et en fonction de ce que vous venez d'exprimer, et ce que je pense aussi, c'est que la délocalisation de Lidl, si elle devait avoir un effet, ce serait celui justement de favoriser le développement du commerce de centre-ville en raison de l'éloignement. Mais par contre, je partage votre point de vue sur le risque de voir que des personnes qui n'auront pas de moyens de locomotion auront du mal à se rendre à ce magasin. Je ne suis pas sûr que ça soit profitable au commerce de centre-ville parce que on n'est pas sur les mêmes segments de prix. On n'a pas aujourd'hui un commerce en centre-ville qui fasse le relais en termes de segment de prix de ce que propose Lidl, je crois. Non mais, excusez-moi, je suis peut-être mal expliqué. L'État dit que le fait d'agrandir la surface de Lidl là où il serait préjudiciable au développement. C'est pas possible que ce soit préjudiciable au développement du centre-ville, puisque c'est au contraire aujourd'hui dans la position où il est,
qu'il est favorable au développement du centre-ville, non pas où il sera demain. Je partage complètement votre point de vue. Et c'est une même appréciation des services de l'État qui n'est pas du tout adaptée. Question subsidiaire, bon, c'est pas. Je l'ai lu depuis peu, donc je n'ai pas forcément plus l'historique des dossiers, mais par exemple, il y a un projet sur la caserne. Voilà. Il y a cette idée que d'un transfert de la caserne de pompiers, voilà. Donc est-ce que, je ne sais pas, cette surface serait celle Non, c'est trop petit. Voilà, ouais, c'était ma question. C'est trop petit. Tout a été examiné. À un moment même, il souhaitait, le groupe Lidl, nous racheter les services techniques et nous implanter à la zone du Roubian. Donc, nous, ce n'était pas non plus une opération qui était satisfaisante. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les décisionnaires, ça nous est imposé par le groupe Lidl et nous n'avons aucune possibilité. Par contre, lorsque vous parlez de friche, il est aussi obligatoire pour le groupe Lidl de veiller à la reconversion du site qu'il abandonne. Et ça, c'est en train de se faire avec un lien entre justement le propriétaire des lieux et le groupe Lidl. Bon, enfin, tout ça pour dire que Lidl ne partira pas parce qu'il y en a un en face, que l'activité est bonne pour eux, donc nous on votera non. Juste sur cette base-là, je préfère qu'ils restent ici plutôt que d'aller sur la banquière ailleurs parce que je pense que c'est plus préjudiciable à la ville et qu'on sait qu'il n'y aura pas de menace de départ parce que le territoire limité de Lidl, il y en a ici à 2 km même pas. Donc voilà, nous on votera non. Très bien. On n'y pas d'intervention? Oui. Je voudrais juste donner une précision. Lidl cherche tellement un emplacement que même où ils vont construire, c'est-à-dire pas de l'hôtel s'ils le font, ils vont le faire sur un étage. C'est-à-dire qu'ils vont faire un truc sur pilotis pour pouvoir avoir assez de place pour mettre les voitures dessous. Donc ils veulent vraiment un espace très grand. Donc, parce que pour faire un bâtiment sur pilotis, vous savez ce que ça coûte, pour eux, ça serait plus simple de le faire au sol. Bon, attention, on a le PPRI, il ne faut pas construire n'importe où. Et donc, voilà, le pourquoi de. C'est l'espace qu'ils veulent, c'est pas. Sinon, ils sont restés où ils sont. Monsieur le maire, j'ai une question. Est-ce qu'ils ont évoqué, je ne sais pas, vous avez échangé avec eux, par exemple, est-ce que ça génère la création d'emplois est-ce qu'il y a des postes supplémentaires? Voilà. C'est évident que ça génère des emplois. Voilà. Parce que leur surface de vente doit passer en gros de 600 à 1000 mètres carrés. Et que donc il y aura effectivement de l'emploi. Très bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Classique destiné au recensement de la population et nous devons désigner des coordonnateurs de l'enquête du recensement au sein du personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique territoriale. Et donc je vous demande d'approuver le principe de la préparation de la réalisation de l'enquête de recensement annuel et de m'autoriser à désigner parmi le personnel communal 3 agents coordonnateurs d'enquête pendant la campagne annuelle de recensement pour l'année 2021 et de dire que des arrêtés de nomination seront établis par moi-même pour la désignation de ces personnels. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Deuxième délibération liée aussi au recensement de la population, eh bien c'est pour le recrutement des agents recenseurs et de déterminer les rémunérations qui leur seront attribuées. L'INSEE considère qu'il n'y aura que 8% de la population qui sera recensée, comme d'ailleurs tous les ans, soit un peu plus de 1000 personnes. Et compte tenu du fait que l'INSEE préconise un agent recenseur pour 400 habitants, il faut donc prévoir, pour une bonne qualité du travail, le recrutement de 3 agents recenseurs. On vous propose les différentes rémunérations qui seront affectées, avec un supplément d'1,30 €, 230 € brut, pour l'agent qui sera chargé du secteur de la campagne. Avez-vous des questions à ce sujet? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Désignation des membres de la commission de suivi de site. La commission de suivi de site s'intéresse à la fois à Fibre Excellence et à cet environnement dont nous avons parlé tout à l'heure.
Et je vous propose donc de désigner Fabien Bouillard en lieu et place de Madame Clotilde Madeleine, qui avait été désignée par la CCM et donc qui ne peut pas l'être pour la commune. Et donc je vous demande de désigner M. Fabien Bouillard en sa qualité de représentant titulaire de la commission de suivi du site. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Bouillard. Merci, monsieur le maire. Eh bien, il s'agit d'appliquer le principe d'une subvention exceptionnelle aux communes des trois vallées du Haut Pays niçois qui ont. Ah non. Bon. Ça y est. Il s'agit d'appliquer le principe d'une subvention exceptionnelle aux communes des trois vallées du Haut Pays niçois, les vallées de la Vésubie, de la Rouillette, de la Tinée, qui ont subi donc, le passage de la tempête Alex le 2 octobre 2020. De nombreuses infrastructures ont été détruites et très endommagées. Donc les premières estimations se chiffrent à plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a eu plus de 400 évacuations d'habitants sinistrés. Il y a un bilan humain qui est très lourd aujourd'hui. L'association des maires et des intercommunalités des Alpes-Maritimes a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et intercommunalités de France. Et la commune souhaite s'inscrire dans cette démarche de solidarité. Le maire propose donc au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association des maires et présidents de l'intercommunalité des Alpes-Maritimes. Et donc, le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 2121-29, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association des maires et présidents de l'intercommunalité des Alpes-Maritimes, de dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2020 au chapitre 65 et donner le pouvoir missionnaire pour signer les documents relatifs à cette décision. Des interventions? Oui, j'écoute madame. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, évidemment, nous ne sommes pas contre le fait d'aider les communes qui sont en difficulté. Par contre, nous aurions peut-être préféré que, en cette période de crise sanitaire, les dons soient faits à une heure qualitative ici à Tarascon. Nous nous abstiendrons donc. Merci. Pas de problème. Y a-t-il d'autres interventions? On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Bouillard. Merci. Donc, le Code général des collectivités territoriales pose comme principe pour chaque poursuite effectuée par le comptable public auprès d'un débiteur qui n'a pas acquitté sa dette dans la commune, eh bien, le comptable public doit probablement obtenir l'autorisation de l'ordonnateur. Afin de faciliter le fonctionnement des services à la fois du comptable public et ceux de la mairie, il est proposé de donner une autorisation préalable et permanente au comptable public de notre commune. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article R 1617-24, vu le décret 2925 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour recouvrement de produits locaux, il est proposé au conseil municipal de donner au comptable public une autorisation permanente et générale de poursuite pour la mise en œuvre d'oppositions en matière détenteur et de saisie pour le recouvrement de produits locaux, de limiter cette autorisation à la durée du mandat du présent conseil municipal. Y a-t-il une intervention? On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Bouillard. Merci. Il s'agit des acomptes internationalement en liquidation des acomptes aux associations qui le demandent et qui en ont de la nécessité. Donc, dans un souci de bonne gestion, afin d'éviter toute rupture de paiement, il est proposé d'allouer un acompte aux structures suivantes dont le montant sera déduit des subventions de 2021, à savoir, dont vous avez la liste, le club de basket, le football, l'association DEF, le club volley populaire Tarascon, le tennis club, le CCAS de Tarascon, Gym Flip et Dinistoun. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des acomptes sur subventions 2021 suivantes. Je ne vous les liste pas. Je vais dire que ces montants seront inscrits au budget primitif 2021. Des interventions? Pas d'intervention, on passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Madeleine. Monsieur le maire, merci. Bonsoir à tous. Alors, avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordée par Monsieur le maire au titre de l'année 2021. Considérant le rapport suivant, le titre 3 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet au maire d'accorder les dérogations au travail dominical à hauteur de 12 dimanches par an pour les commerces de nuit.
de détail, nouvel article R31-32-26 du Code du travail. Chaque salarié privé de repos dominical devra percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. La liste des dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre pour l'année suivante. Outre la consultation obligatoire des organisations d'employeurs et de salariés intéressés qui existait avant la loi Macron, l'arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l'objet d'une concertation préalable en consultant le conseil municipal qui doit rendre un avis simple, l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, la communauté d'agglomération ACCM a émis un avis favorable dans une délibération du 4 novembre 2020. Ainsi, je vous propose pour l'année 2021 le calendrier suivant comprenant 12 ouvertures dominicales que vous avez tous lues, qui concernent les dimanches qui correspondent à des fêtes nationales, également à des manifestations qui sont propres à la ville de Tarascon. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du travail, et notamment ces articles R31, 32-26 et R31, 32-21, vu l'avis favorable émis par la communauté d'agglomération ACCM par la délibération en date du 4 novembre 2020, il est proposé au conseil municipal, après avoir délibéré, d'émettre un avis favorable sur le calendrier 2021 ci-dessus relatif aux ouvertures dominicales autorisées. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, passez votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci de cette unanimité et je vous remercie de votre participation. Pardon, allez, je vous écoute, monsieur. Je crois que vous clôturez le conseil. Est-ce que vous pouvez... Pardon. Je croyais que vous clôturez le conseil. Oui, je le clôture. J'ai quelques questions. S'il vous plaît. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens qui vivent en HLM sur la commune et qui souffrent de diverses choses et qui crient leur ras-le-bol dans le vide. De dégradation, notamment de bâtiments HLM, d'incivilité, de mariage communautaire qui débordent les couloirs, de décibels qui sont largement au-dessus des normes, de manière récurrente, de ménages qui ne sont pas faits très légèrement, même des problèmes qui peuvent devenir très graves, comme des instincteurs qui ont été utilisés, s'amuser, si je puis dire, qui posent des problèmes de sécurité. Un certain nombre de ces familles ont sollicité les offices, les sociétés gestionnaires qui s'en foutent probablement, pour dire les choses comme elles sont. Et on a la possibilité, même si le règlement intérieur n'a pas été voté aujourd'hui, de mettre en place, si vous le souhaitez, je sollicite, je vous ai mis l'idée, une commission municipale qui pourrait prendre par exemple 6 mois pour interroger, faire le tour de ces bâtiments, constater, discuter, faire le point sur les dégradations, sur ce qu'elles engendrent, sur les ménages qui ne sont pas faits, sur ce que vivent certaines personnes, et qu'elles pourraient être composées de 5-6 personnes qui représentent absolument tous les groupes qui s'intéressent à cette question, et qui puissent, au bout de 6 mois, faire un petit rapport que vous présentez à la presse, parce que je sais que vous n'avez pas moyen de pression, hormis celle de faire un courrier aux sociétés gestionnaires, ça ne va pas plus loin que ça, et les mettre devant la responsabilité en disant on a des problèmes sur un certain nombre, Margarido par exemple, qui n'est pas vieux, il n'y a plus de portail, le parking est souvent rempli de détritus, je ne parle pas des bâtiments en interne dans le commun. Je pense qu'une commission comme ça qui remettrait un rapport sur ce qu'on a constaté, ce que les gens ressentent, sur les incivilités récurrentes, et qu'on transmettrait aux offices gestionnaires en disant vous devez vous bouger, parce que cette situation, il y a des gens qui en souffrent, voilà, et qui n'ont pas le choix d'aller ailleurs que dans ce type de bâtiment, de logement HLM, et on ne peut pas les laisser seuls parce qu'ils sont désarmés. Voilà. Désarmés, ils ne sont rien face à ces gestionnaires-là qui se foutent. Ils gèrent un certain nombre de lots qui est inconsidéré, qui est énorme. Et je pense que, puisqu'on n'a pas voté un règlement intérieur aujourd'hui, c'est une chose qui pourrait être examinée au mois de décembre, avec une composition qui représente tous les groupes de gens qui s'intéressent à cette question et qui auront juste l'idée qu'il faut se faire l'écho de ce qui se passe dans un certain nombre d'HLM dans cette ville. Voilà, ce n'est pas la responsabilité municipale, par contre c'est peut-être la responsabilité de la mairie de s'en faire l'écho autrement que par un courrier qui, je sais, ne suffira pas. Voilà.
Alors nous sommes en permanence en contact avec les bailleurs sociaux qui sont propriétaires des cités dont vous parlez, des immeubles dont vous parlez. Nous faisons des pressions permanentes, nous les mettons en demeure. Lorsqu'il y a d'ailleurs des dépôts sauvages, nous leur demandons de les enlever eux-mêmes, de payer. Nous avons une action qui est soutenue, qui est de tous les jours, de tous les moments, de tous les instants. Et donc nous avons vraiment une action que nous menons et que tous les services municipaux mènent jusqu'à la possibilité qui nous est offerte. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons peu de pouvoir dans ce domaine-là, mais par contre nous ne faillissons pas à notre mission et nous assurons nos responsabilités. D'autre part, je voudrais vous dire que dans le cadre des questions diverses, il convient de déposer les questions à l'avance et que dorénavant, vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir dans ce domaine-là si vous n'avez pas déposé les questions à l'avance. On n'a pas de règlement intérieur. Le règlement intérieur précédent s'applique encore aujourd'hui. Je n'ai pas connaissance du règlement intérieur. Donc, il y a votre voisin. Merci. Et je vais clôturer donc cette séance du conseil municipal et je vous remercie d'y avoir participé. C'est pas sûr parce qu'elle est accessible. Ouais, je pense qu'on va le faire. Quoi? C'est 6 mois pour voter un règlement intérieur, il reste moins de 6 mois. Excellent.